Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Apprendre la Palestine. On a interrompu pendant quelques mois et donc on reprend sous ce nouveau format. On devrait reprendre maintenant sur notre rythme d'une séance par mois. Donc on a un programme qu'on vous annonce très prochainement. Et d'ici là, on a donc cette séance qui était initialement prévue au printemps et qu'on est très heureux de tenir ce soir. On reçoit AGR du blog Vintage Arabe, donc AGR qui est chercheuse indépendante et qui anime une série de podcasts, donc Vintage Arabe, très 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 riche, très bien fait, qu'on vous recommande sur la musique arabe. Et ce soir, elle va animer la séance, pardon. Le thème, c'est la Palestine dans la musique arabe, donc dans la continuité de ce qu'on fait habituellement dans le séminaire, c'est-à-dire aborder toute une série de champs de connaissances différents en prenant l'angle d'entrée de la Palestine pour voir ce que ça nous apprend sur la Palestine d'une part, mais aussi ce que ça nous dit d'autres relations, d'autres rapports de force, d'autres façons de concevoir le monde. Euh, donc, pour cette séance, on va bien sûr. Ager va nous dresser un peu le tableau de l'influence de la Palestine dans la musique arabe en se concentrant principalement sur les styles musicaux les plus populaires et les plus écoutés de 1948 à aujourd'hui. Alors évidemment, il y aura toute une analyse sur les aspects politiques qui vont avec, hein. Comment les chansons, les mélodies s'analysent à la lumière des rapports de force, comment la Palestine a pu être confisquée par les gouvernements en place, comment est-ce qu'elle a pu être réappropriée par les masses, comment est-ce qu'elle s'est diffusée dans les marges que les forces de résistance ont su se ménager. Euh, mais pas seulement, on va aussi évoquer des aspects plus esthétiques, parler de la production palestinienne, ce que les Palestiniens ont pu apporter à la musique de par les textes avec les poètes palestiniens, mais aussi dans la production, et en quoi le rapport aussi à l'esthétique, donc à la musicalité, a pu être importante et jouer dans la musique de toute la région. Alors ça, c'est pour une brève introduction. Aja, je vais te laisser la parole. Pour le format, c'est comme d'habitude. Donc en gros, hein, il y a à peu près 45 minutes de présentation et puis ensuite, on échange avec l'audience virtuelle cette fois-ci pour la première fois. Et on tâchera de prendre un petit temps à la fin pour répondre aux questions. Voilà. Bonsoir, je suis très contente, d'être, avec, vous ce soir. C'est vrai que c'était prévu, au printemps et que bon, la situation sanitaire n'a pas permis de faire la séance au moment voulu. Ça me semblait être un sujet, intéressant à aborder, parce que peu abordé. Déjà, en termes de recherche et il y a assez peu de production en fait sur la question, culturelle palestinienne d'un point de vue musical. C'est vrai que les recherches qui peuvent exister, déjà quand on fait de la recherche sur la Palestine, c'est généralement, sur des faits politiques, des mouvements sociaux et moins sur, la question, effectivement culturelle, artistique et en plus quand, on rentre dans ce champ-là, ça va être principalement la littérature palestinienne qui va être mise en avant, parce que déjà la Palestine a donné beaucoup de poètes et d'auteurs, d'écrivains, à la littérature arabe, mais on sait moins en fait l'apport, des Palestiniens et de la Palestine, en termes musical. Donc en fait C'est vrai. D'ailleurs, sur la littérature, j'en profite juste pour dire, pour ceux que ça intéresse, on a fait il y a quelques mois maintenant une séance avec le sociologue palestinien Sber Sber qui travaillait sur la production littéraire romanesque palestinienne de Oslo, enfin, et qu'a joué Oslo dans la production romanesque. Voilà. ouais, Voilà pour la petite parenthèse. ouais et d'autant plus qu'effectivement, d'un point de vue, romanesque, c'est assez, les Palestiniens sont à l'avant-garde, on va dire, d'un genre qui est quand même relativement nouveau pour, les pays arabes, le roman. En tout cas, pour la question de la musique, je pense, que le plus intéressant, c'est de commencer, sur un petit, regard sur la Palestine, pré 48 parce qu'en fait, c'est une histoire assez méconnue.
de la production musicale palestinienne et de la place qu'avait la Palestine, dans le tout récent en fait, l'émergence d'une industrie musicale arabe. Quand je parle d'émergence d'une industrie musicale arabe, c'est, je pars, en fait, du partir du moment où il y a l'accès aux enregistrements sonores, donc à la possibilité de diffuser des œuvres, musicales, car par le passé, effectivement, ça se passait plutôt, en live. Sauf qu'effectivement, la révolution va être, la possibilité d'enregistrer, la musique et la radio va bouleverser, le mode de diffusion et aussi la structure, traditionnelle, des musiques, des genres musicaux arabes et en fait, la Palestine, elle a une place dans cette histoire qui est assez peu documentée pour une raison assez simple, c'est la colonisation qui, donne peu d'accès en fait aux archives, palestiniennes qui datent d'avant 48 et aussi, voilà, comme je disais, la recherche concentre plus sur la question politique et a pas forcément investi, ces champs-là. Et alors que la Palestine, en fait, elle, se positionne, rapidement, en fait, comme un lieu de création assez important, dans l'évolution de la musique arabe, et je m'explique par là, par le fait que, déjà il faut savoir que la Palestine rentre dans le Bilad el-Shem, donc dans ce qu'on peut traduire par le pays du Levant, la Grande Syrie aussi, dans des termes français. Donc, les pays qui sont la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban, donc possèdent en fait, des genres musicaux communs. On peut penser par exemple au Sagel, qui vient de la poésie, traditionnelle en langue, vernaculaire, donc en dialecte, qu'on appelle le dialecte syro-libanais palestinien et mais aussi des Mawawil, des Mawel en fait, qui est un genre, traditionnel arabe, dit classique. Donc ça, c'est un patrimoine, commun à ces pays avec, aussi des chants plus populaires comme, la Debké et la Palestine, quand l'industrie, musicale s'envole en fait, se lance dans les pays arabes, évidemment, il y a un centre, c'est le Caire, qui va tout de suite se positionner comme, le centre de l'industrie, musicale arabe, sauf que, les artistes déjà, circulent, heu, dans, le territoire, les territoires qui sont principalement, l'Égypte et le Bilad el-Shem et quand je dis circuler, ça veut dire que, déjà en termes de présence, ça veut dire que les artistes se déplacent en Palestine. On note, des présences de grandes stars comme, Kulthum en 1927 pour une tournée palestinienne, mais aussi, Mohamed Abdel Wahab et on a même des archives, assez parlantes de l'époque, pré-48 où on voit beaucoup de stars en fait, fréquenter, Jérusalem, de manière assidue à la fois pour une prestation musicale, mais à la fois aussi pour, simplement le plaisir. On a des photos même de Asmahan, par exemple, en vacances à Jérusalem, parce que c'est un espace, où il y a un public et c'est aussi parce que les Palestiniens sont les premiers, proportionnellement, le musicologue, Nader Jalel Albis, qui est palestinien, a noté qu'en fait, très tôt, le territoire, qui constitue la Palestine, en fait, il va y avoir une grande diffusion des gramophones. Donc les gramophones, c'est, l'outil pour écouter des 78 tours, donc pour écouter les premiers enregistrements et il en comptabilise environ dans les années, entre 1915 et 1925, plus de 20 000 en circulation en Palestine, ce qui est, assez important, en fait, sachant que c'est un outil déjà qui coûte cher et qui prend de la place, enfin voilà, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais les Palestiniens investissent, dans ces outils-là et c'est aussi parce que, les Palestiniens, en fait, il va y avoir 2 radios à cette époque, ce sont les radios mandataires britanniques qui, donc qui sont sous contrôle britannique, mais il y a une diffusion, enfin, de toute façon, dans tous ces territoires-là, on est sous colonisation, donc les radios sont sous, le contrôle de la puissance coloniale. Pour autant, c'est aussi, vu qu'on est dans la période de diffusion de la musique, d'un point de vue radiophonique, la possibilité des artistes de se faire connaître d'un plus large public que par le passé où c'était quand même, plus régionalisé et plus confidentiel, qui avait les moyens d'aller, à un spectacle. Donc là, il y a, le fait que la Palestine a 2 radios, extrêmement importantes. C'est la radio du Proche-Orient, qui émet depuis Jaffa et la Radio Jérusalem et en fait, il va y avoir vraiment une espèce vraiment une avant-garde culturelle, artistique palestinienne très importante, dans la diffusion d'artistes, qui vont avoir un retentissement, régional et on peut prendre par exemple quelqu'un comme Marie Joubran qui est, alors c'est compliqué de définir sa nationalité aujourd'hui, qui est né au Liban, mais qui a grandi à Jérusalem et qui après, la Nakba va, s'installer en Syrie. Donc aujourd'hui,
elle est de nation voilà, elle est décédée, elle était de nationalité syrienne, mais c'est pas très forcément clair et surtout qu'elle a vraiment, émergé et grandi à Jérusalem et en fait, cette, personne est considérée, aujourd'hui encore comme, une des plus grandes artistes de l'époque. En fait, la Nakba va aussi invisibiliser les artistes qui vont émerger sur ces radios qui sont pourtant des radios qui émettent pas seulement en Palestine, mais dans toute la région. Et quand je parle d'avant-garde, ça veut dire que la programmation était telle qu'il y a eu, déjà beaucoup d'évolutions musicales qui sont amenées par ces radios et puis généralement par l'outil qui est la radio parce qu'il faut, en fait, on peut plus faire de la musique arabe traditionnelle qui est, pour schématiser, avec des introductions extrêmement longues, avec, qui ne sont pas forcément et qui ne sont pas nécessairement, découpées comme les chansons européennes, c'est-à-dire avec, un couplet, un refrain, un autre couplet. Donc c'est une autre forme, de musicalité. Il va falloir l'adapter à 2 choses, la radio, c'est-à-dire le fait que la radio ne diffuse pas que de la musique et notamment elle diffuse, de la publicité. Donc ça va, en fait, forcer les artistes à raccourcir les chansons et Dès les années 20, on avait déjà cette logique. oui, en fait, ça va surtout se poser la question, elle va se poser à partir du moment où il faut enregistrer en 78 tours. Le 78 tours ne permet pas d'enregistrer une D'accord. chanson, dans un temps qui dure 1 heure, en fait. Donc il faut sélectionner des parties de la chanson. Généralement, l'artiste va produire la chanson, telle quelle, parce que c'est pour ça qu'on a des enregistrements de musique, dite savante où, on a des extraits de chansons, mais ce sont des extraits, parce que le 78 tours ne permet pas d'enregistrer toute la chanson à Mmh. cette époque-là. Donc il y a cette, problématique, mais les Palestiniens, en fait, s'adaptent à ça et amènent, en fait, avec, au même titre que des Égyptiens ou des Libanais, en fait, une modernité dans la chanson arabe, qui s'adapte à la fois à de nouveaux instruments qu'on découvre, c'est-à-dire les instruments qui sont arrivés, avec la colonisation effectivement, mais des instruments d'inspiration européenne, mais aussi avec des formats qui arrivent avec juste l'évolution, de la science et de la technique. Et si je parle d'avant-garde, c'est parce que, c'est une histoire qui est assez méconnue malheureusement et je vais expliquer pourquoi. C'est parce que les archives ne sont pas accessibles de ces radios. C'est qu'en fait, quand en 1948 il y a la Nakba, ces artistes qui, en fait, font une programmation de qualité, ce qui fait que tout le monde, enfin, il y a beaucoup d'artistes qui veulent être diffusés sur ces radios-là, en fait, sont contraints à l'exil comme beaucoup de Palestiniens et vont se réfugier dans les pays, limitrophes. Et c'est des personnes qui vont, je vais prendre 3 exemples concrets de Palestiniens qui vont vraiment, dont on a même oublié qu'ils étaient palestiniens, pour dire, qui vont révolutionner la musique arabe. On va prendre par exemple le premier exemple qui est Halim El-Roumi, qui est, le père de la chanteuse Najda El-Roumi, pour ceux qui connaissent, qui est une grande, cantatrice libanaise, une soprano. Mais, Halim El-Roumi, c'est au-delà de ça, c'est, l'homme qui va, déjà en fait, il opérait déjà dans la radio du Proche-Orient à Jaffa, puis à Radio Jérusalem et quand, il y a la Nakba, les Britanniques, quittent, la Palestine et s'installent à Chypre. Lui, il suit et il continue la programmation, là-bas et il est un découvreur de talent, mais c'est aussi un compositeur et quand, il arrive au Liban et lui, il bénéficie en fait, il est de confession chrétienne, il va bénéficier d'un des, rares largesses de l'État libanais, c'est-à-dire une naturalisation de certains chrétiens palestiniens, Mmh. généralement des couches les plus, des classes les plus aisées qui vont pouvoir bénéficier de la nationalité libanaise. Il en bénéficie et il va opérer à la radio libanaise. Mais même avant ça, il opère encore à la radio du Proche-Orient et en fait, c'est quelqu'un qui va, littéralement découvrir, les frères Rahbani, qui à cette époque-là sont musiciens et arrivent à la radio. Ils décèlent le potentiel de talent qu'ils ont et c'est lui aussi qui découvre Fayrouz, parce qu'on lui présente Fayrouz et c'est lui qui décèle le potentiel de Fayrouz et qui la diffuse à la radio et c'est comme ça que sa carrière se lance et d'ailleurs c'est comme ça que se fait la rencontre avec Assi, son qui va devenir son époux et Mansour, le frère de Assi. Donc qui sont les 2 compositeurs de la première partie de la carrière de Fayrouz, notamment de la carrière des comédies musicales et de théâtrales. Mais il n'y a pas que lui parce que, justement en parlant de théâtre, musical, il y a une autre personne, qui est aussi palestinienne, Sabri El Cherif, qui pareil, fait partie, de l'équipe, de la direction des programmes de Radio, Jérusalem et de la radio du Proche-Orient et il est lui aussi contraint à partir. Lui aussi part à Chypre pour continuer la programmation et il va rencontrer les frères Al-Habbani et c'est lui qui va produire les premiers spectacles musicaux,
parce qu'au départ, il y a une production pour Fayrouz, sa début de carrière, c'est une production de chansons courtes et cetera. Et là, il va, investir l'idée qu'ils peuvent faire du théâtre musical et notamment les inciter à puiser dans le patrimoine du Bilad el notamment la debké, qui va être réinventée, pour ces spectacles et donc c'est dire qu'en fait, l'influence de ces personnes qui vont former aussi les personnes qui vont être à la radio nationale libanaise, va être colossale dans la direction que va prendre en fait la musique libanaise et qui va permettre d'ailleurs d'ouvrir un autre champ face au Caire qui avait quand même le monopole, de la diffusion et du succès. En fait, en contribuant, largement à la carrière de Fayrouz et de Rahbain, ils ouvrent un autre champ, d'écoute en fait, de musicalité qui est plus inspiré du patrimoine du Bilad el-Shem et qui fait la modernité musicale libanaise. Sauf qu'en fait, avec le temps, on a un peu effacé, même beaucoup effacé le fait que c'était des Palestiniens et qui venaient de ces radios, qui étaient basées en Palestine et c'est intéressant parce que, il y a une personne qui va quand même le noter, c'est Malhem Barakat. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand chanteur de Mawel, libanais qui est décédé il y a 2 3 ans et qui avant une des dernières interviews qu'il fait, il note en fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'apport des Palestiniens à la musique libanaise, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites s'ils n'avaient pas en fait récupéré l'avant-garde aussi, artistique, palestinienne, à la Nakba et c'est aussi le OK. cas pour, Radio Damas, à travers celui qui va devenir le directeur de la programmation, après 48, qui est, Riyad, El Bandr, qui est palestinien aussi, de Bethléem, qui est un compositeur et qui va, bon, lui partir d'abord au Caire. Il va d'ailleurs, composer pour Farid El Atrash, pour de grands chanteurs et il va même être, reconnu par son talent, jusqu'à Nasser qui va lui dire qu'il est, meilleur compositeur, un des meilleurs compositeurs, de l'esprit de la nation arabe. Et lui, il va partir, à Damas et il va être directeur de la programmation de Radio El Shem et donc de Radio Damas et il va aussi être, une personne au-delà de la composition, dans la diffusion et dans la révélation de talent, être assez important parce qu'il va notamment, quelqu'un comme Georges Wassouf, c'est lui qui découvre Georges Wassouf, D'accord. qui lui compose. Georges Wassouf, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chanteur syrien qui émerge à la fin des années 70 alors qu'il est tout jeune et qui fait, de la musique, de style tarab et qui va avoir une grande carrière, surtout à partir des années 80. On l'appelle donc Sultan El Tarab et c'est, un Palestinien encore qui découvre, cette personne et par rapport à, il y a donc ceux qui partent, cette avant-garde artistique qui part et il y a ceux qui restent, qui sont, pas la possibilité, pour X ou Y raison et c'est assez flou justement de savoir pour quelle raison qui est parti. On peut, se douter que quelqu'un comme, Sabri El Sharif ou que quelqu'un comme, Halim El Roumi ont une possibilité aussi parce qu'ils étaient directeurs de programme et parce qu'ils avaient un poste Mmh. à responsabilité de trouver refuge à Chypre, hem il y a eu la Nakba, puis au Liban. D'autres, n'ont pas eu cette, opportunité. Ils sont restés, enfin, ils n'ont pas eu cette opportunité, ils sont restés sur place, mais en tout cas, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire valoir leur talent à l'échelle régionale. Ça a été plus compliqué, justement parce que la Palestine était colonisée, commençait la colonisation, sioniste israélienne débutait et empêchait aussi, bah, de permettre à ces personnes d'accéder à l'industrie arabe, parce que par des contraintes toutes simples c'est difficile enfin, ils pouvaient, ils n'avaient pas leur radio, ils pouvaient pas forcément, hyper bien capter aussi ce qui se passait dans les autres pays, même si, globalement, il y a quand même une possibilité de capter, Sawt al-Arab, donc la radio des Arabes du Caire ou d'autres radios, mais ils vont être, Oui, puis ne serait-ce donc que parce qu'ils sont contraints dans leur mouvement, peut-être et ça contraints dans facilite pas leur les mouvement et puis contraints, en fait, aussi, à être sous une industrie, bah, du coup, musicale qui n'est plus, entre leurs mains, mais qui est entre les mains, bah, des mmh, Israéliens et aussi de la radio jordanienne, en fait. Puisque comme la Cisjordanie passe sous, tutelle jordanienne, assez rapidement, la radio nationale et il faut quand même comprendre que c'est une époque où les radios sont des radios nationales, c'est pas des radios il y a pas de radio libre à cette époque-là, ou pas enco enfin, c'est pas encore le moment des radios libres. Donc en fait, on émet, c'est l'État qui décide de ce qui va être émis. Donc c'est le cas aussi, au Liban, c'est le cas, en Égypte et la radio jordanienne, en fait, quand elle, émet, elle se crée avec certains, des musiciens qui faisaient partie de Radio Jérusalem. mmh. Sauf que le choix de la programmation n'était plus, entre les mains des Palestiniens, mais entre les mains,
des Jordaniens qui ont privilégié et ça, c'est encore, Nader, Jalal, Eblis qui a fait une recherche sur ce sujet, qui explique en fait que, ça va aussi, restreindre la créativité palestinienne, en tout cas, la diversité de la création palestinienne, parce que les Jordaniens vont faire le choix de privilégier les musiques bédouines. Et évidemment, les musiques bédouines, c'est aussi un héritage, musical palestinien, parce que, la Palestine a, des communautés bédouines dans le Negev et parce qu'elle a une tradition aussi populaire. Par contre, ça va complètement restreindre, les talents palestiniens dans ce qui est de l'ordre plus classique, des Mawel, du tarab et cetera, parce qu'en fait, la Jordanie ne diffuse quasiment que de la chanson bédouine et donc les Palestiniens, pour opérer à l'intérieur, s'y mettent aussi et diffusent, massivement, enfin participent massivement à cette diffusion-là. Et d'ailleurs, Ablis disait qu'il y avait une forme de jordanisation en fait de la musique, palestinienne, ou en tout cas de restreindre la créativité palestinienne à que ce chant-là par le choix de l'État jordanien. Et pas un hasard, c'est aussi parce que la Jordanie se, disons qu'elle se bah, elle se ça repose beaucoup, sa légitimité sur, les communautés bédouines qui sont d'ailleurs, opposées aux personnes d'origine, palestinienne ou aux réfugiés palestiniens. Donc il y a pas d'hasard. Et du coup, dans la diffusion, est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a pas d'évocation de la Palestine? Parce que c'est aussi le début, la Nakba, c'est le début de l'évocation de la Palestine en tant que sujet, de chanson, mais c'est quand même sous, la coupole jordanienne, de la nation arabe. Et les Jordaniens sont les gardiens de l'Aqsa, de Jérusalem. Et donc il y a pas possibilité d'expression et c'est une expression qui est extrêmement contrôlée. Et quant à ceux qui sont restés en Palestine 48, et c'est encore, Eblis qui explique que, c'est compliqué aussi pour eux parce que, il y en a qui vivent de ça. Donc ils sont parfois contraints à être dans la radio, israélienne quand la radio israélienne ouvre, de petites plages horaires, pour la musique arabe. Et eux vont privilégier quand même de continuer à diffuser de la musique, à en tout cas pratiquer de la musique très classique. Heu, Par exemple, il y a la formation, dans les années 60-70 d'un Taht. Un Taht, c'est un orchestre, traditionnel arabe, heu et des plages horaires où c'est vraiment de la musique, très, très classique, et ce qui prouve en fait que la Palestine n'avait pas qu'un champ de musique, extrêmement populaire. On a parlé de l'influence des Palestiniens dans le monde arabe, ceux qui s'étaient exilés dans les pays voisins, ceux qui sont restés en Cisjordanie et qui sont passés sous tutelle jordanienne, et enfin ceux qui sont restés dans les terres de Palestine 48. Euh, du coup, Hajjal va reprendre. Et juste avant, tu me disais que les infos là que tu nous ressors sont en fait. Moi, c'est la première fois que j'entends tout ça. Il y a eu un gros travail de recherche et des infos qui sont très difficiles à trouver. Il y a peu de traces de tout ça, n'est-ce pas? Oui, en fait, il y a une vraie problématique, donc déjà, c'est pas un champ qui intéresse, donc concrètement la recherche. On n'étudie pas les Palestiniens d'un point de vue musical, parce qu'on considère à tort justement que c'est un pays qui est périphérique, qui est considéré comme périphérique et qui a une production exclusivement ou globalement tournée vers, le national. Et a priori, effectivement les diasporas palestiniennes, dans les pays alentours et éventuellement pour quelques, voilà, succès qui pourraient, voilà, être régionaux, mais que c'est pas un pays qui est dans l'industrie, alors qu'en fait, à un moment, ils ont vraiment été, c'était pas le cœur, parce qu'on sait que le cœur, c'est le Caire, mais qu'ils ont été quand même hyper importants. Et la problématique qui se pose, pour, l'histoire de la musique, palestinienne, d'avant 1948 et même en fait, on va dire de 48 à 67, notamment pour la question de la Palestine 48 et des territoires, des Palestiniens qui sont passés sous tutelle israélienne. Du coup, c'est, quelle est leur histoire musicale et comment peut la documenter? La problématique, c'est que quand, les Britanniques quittent, la Palestine pour, notamment, pour quitter définitivement, mais en plus, ils récupèrent quand même, pas Radio Jérusalem qui s'arrête, mais, et la radio du Proche-Orient, vu qu'elle émettait d'un point de vue régional et que c'était une des plus grandes, voire la plus importante avec celle du Caire. Hem La question des archives se sont pas posées, en fait. Ça, en tout cas, n'ont pas récupéré, leurs, archives. Et actuellement, il y a des chercheurs qui supposent, et encore on n'a pas de certitude, par exemple quelqu'un comme Nader Jalel Ablis n'a pas eu, moi je lisais récemment qu'il n'avait pas eu accès à des enregistrements de Radio Jérusalem, par exemple.
et qui se référait D'accord. beaucoup à de la documentation écrite, des articles, parce qu'il y a des articles qui prouvent que tel chanteur a chanté à tel moment. On a quelques enregistrements de personnes comme Mari Joubran, et encore, je ne saurais pas dire si ces enregistrements viennent de la radio de Jérusalem ou de celle de Jaffa, ou est-ce que ça a été enregistré nulle part, parce que c'est quand même une artiste qui a circulé d'un point de vue régional, donc elle a quand même enregistré ailleurs. Et puis, il y a aussi des enregistrements qui sont dus à des labels comme Gramophone, qui sont donc dus à des sessions de Mmh. studio, en fait. Et la question de ces enregistrements, c'est que a priori, ce serait à l'université hébraïque, en tout cas, le peu d'enregistrements qu'il y a serait à l'université hébraïque, donc scellés par les Israéliens, mais ça, c'est quelque chose qui se pose dans plusieurs domaines. On sait qu'il y a des films palestiniens, des photos qui sont été cachées, notamment pour asseoir la politique qu'il n'y avait personne en fait, ou en tout cas que ces personnes ne se distinguaient pas spécifiquement des autres de la région, donc ils pouvaient aller ailleurs, vu que c'était soit ils n'existaient pas, soit le discours c'est que de toute façon c'est des Arabes, donc ils peuvent bien aller ailleurs. Et, euh, et en plus, il y a une problématique qui, là, ne concerne pas que les Palestiniens, mais globalement, à cette époque, les radios, c'est qu'en fait, ils n'enregistraient pas nécessairement, c'est-à-dire qu'ils n'enregistrent pas sur 78 tours, puisqu'à l'époque, bon, c'est quand même plus compliqué de faire un enregistrement 70 tours que d'enregistrer une cassette, par exemple. Et il y a beaucoup de sessions qui étaient des sessions live, qui n'ont pas été enregistrées. Il y a des histoires un peu rocambolesques, même qui vont concerner de la musique égyptienne. Par exemple, il y a des lives de Kulthum qui se produisaient donc une fois par mois, le premier jeudi du mois, à l'Opéra du Caire, qui étaient écoutés par absolument un nombre incalculable de personnes, de millions de personnes du Maroc au Yémen, enfin des gens qui pouvaient capter la radio. Et il y en a qui n'ont jamais été enregistrés. Et il y en a qui ont été enregistrés par les Israéliens. Et typiquement, en fait, ce qui se passe justement dans les plages horaires autorisées en musique arabe, en langue arabe, donc ils sont quand même extrêmement minoritaires, bah, les Israéliens constatent quand même que bon, le film, ça rapporte de l'audimat. Et ce qui décident de faire, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès, ils n'ont même pas, ils ont difficilement accès à la distribution de labels égyptiens. C'est quand même mauvais, ça fait mauvais genre de diffuser en disant que c'est la voix des Arabes du Caire. Donc en fait, il y a ça c'est encore une anecdote que j'ai trouvée. C'est un Israélien qui va enregistrer, qui va juste capter la voix des Arabes et va enregistrer un live d'Oncle Fou, plusieurs lives apparemment, et va les repasser sur la radio israélienne. Et il va même le céder à des labels qui vont le diffuser parce qu'il y a des labels israéliens qui s'adressent principalement à la communauté juive proche-orientale, les Mizrahi qui viennent d'Égypte, du Liban, etc. Donc qui écoutent cette musique, mais aussi aux Palestiniens qui sont un public de consommateurs, donc qui font de la musique arabe. Et en fait, il se trouve que ces enregistrements sont juste aux mains des Israéliens parce que les Égyptiens n'ont pas enregistré. Et c'est une vraie problématique. Pour dire, si je prends cet exemple, c'est pour dire que c'est pas que les Palestiniens qui n'ont pas pensé à enregistrer, c'est juste qu'à l'époque, on est, euh, on est vraiment, beaucoup plus difficile d'enregistrer de la musique. On n'est pas sur la cassette, on n'est pas sur du CD, on est sur du 78 tours. Et en plus, c'était pas forcément un truc Mmh. instinctif de le faire. Donc il y a ces deux problématiques qui se posent sur l'étude de la musicalité palestinienne ou des expressions musicales palestiniennes de près 48 et même comme je disais, pour la question des Palestiniens 48, vraiment de qu'est-ce qui a été produit Mmh. entre 48 et 67 dans les espaces où ils avaient la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire, est-ce que, donc c'est sur ces espaces de la radio publique israélienne consacrés aux Arabes, et aussi sur est-ce qu'il y a eu des enregistrements, c'est un champ d'études vraiment peu étudié. Est-ce qu'ils ont enregistré sur des labels et essayé de diffuser leur musique? Ça, c'est quelque chose qui a été peu étudié. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on reprend du coup, sur, les années qui mènent à 67 et le tournant de 67 dans la musique arabe? Mmh. Alors, bon, ce qui se passe, donc la Nakba va être un choc pour tout le monde, principalement pour les Palestiniens, mais ça va avoir effectivement un essor arabe global. Et dès 48, il va y avoir des chansons consacrées à la Palestine. Donc il faut quand même comprendre qu'en 48, en Égypte, on est sous le roi Farouk. Donc on n'est pas dans la révolution, on n'est pas très révolutionnaire non plus, donc c'est une autre ambiance qui va radicalement changer en 52. Mais il y a quand même une production sur ce sujet. Il y a Palestine de Mohamed Abdel Wahhab, qui est le plus grand compositeur égyptien et qui est aussi la plus grande star de l'époque masculine en tant que chanteur.
Donc il produit un son, sur la question palestinienne, sur la question de la perte, de la Palestine Mmh. et il y a aussi quelqu'un comme Najat Salameh qui est, une chanteuse libanaise, bien connue, de la première partie du XXe siècle, qui va chanter aussi, une chanson d'ailleurs, avec, à caractéristiques, chrétiennes comme on dit, c'est-à-dire reprendre la figure du Christ pour parler de la Palestine, et notamment de la figure, commune aux musulmans et aux chrétiens de Jésus, Sayyidna Issa en fait. Donc il y a cette idée-là, mais c'est vraiment 52 qui va, faire de la Palestine un sujet musical, où il y aura pas nécessairement de genres musicaux, un genre musical, pour la Palestine. C'est plutôt que ça va transcender plusieurs artistes qui pratiquent sur des musicalités différentes et ça va être le sous l'impulsion quand même de Gamal Abdel Nasser, donc coup d'état militaire de 52. Heu, Nasser arrive rapidement au pouvoir peu de temps après et a une véritable politique culturelle, qui a plusieurs, buts. 1er, c'est de promouvoir, son modèle social, le socialisme arabe, le panarabisme. Donc il y a vraiment, une production sur ce sujet, mais c'est aussi de musicalement se, distancier de ce qui se faisait à l'époque, du roi Farouk, à l'époque de la royauté. Pour des raisons qui sont, vraiment d'ordre aussi, de changement global d'atmosphère. Parce que, musicalement, il va être avancé que, de toute façon, c'était trop très savant et que c'était très ottoman. Bon, ce qui est en fait, en vérité, d'un point de vue musicologique assez faux, c'était pas très ottoman, c'était plutôt très arabe comme musique. Mais il y a une volonté de se distancer et de aussi permettre une émergence d'une culture populaire, d'une variété égyptienne populaire. Et ça va être réussi parce qu'en fait, et ça va être réussi parce que à la fois il y a une politique culturelle dans ce sens, mais aussi parce qu'il y a vraiment une capacité euh, décuplée en fait, ce que les progrès techniques font et la nationalisation aussi des radios, ça fait qu'il y a une diffusion beaucoup plus massive de la musique. En plus, on quitte le 78 tours pour passer à d'autres types de vinyles, donc je ne sais pas si c'est le 45 ou le 33 qui a commencé avant, mais c'est en tout cas des choses plus faciles à acheter. C'est pas encore la cassette non plus, mais c'est beaucoup plus démocratique de posséder de la musique. Et donc, il y a une nouvelle vague aussi de chanteurs qui sont synonymes en fait de l'ère nassérienne. Et on peut prendre quelqu'un comme Abdel Halim Hafez, qui est complètement en fait la génération post-coup d'État 52, puisqu'ils sont très jeunes au moment où ça arrive. Et très tôt, ils arrivent dans une musique égyptienne qui, en plus, a la particularité d'être plus dans la fusion avec des influences européennes qui Mmh. sont effectivement dues, à la colonisation puisque des instruments sont découverts, qui n'étaient pas utilisés, mais aussi parce que, on passe à un format quand même globalement plus court de la musique, qui avait commencé parce qu'il fallait l'enregistrer, puis aussi parce que la musique égyptienne, ça se diffuse dans le cinéma égyptien, donc on va pas non Mmh. plus faire 1 heure de chanson, c'est pas possible, donc on fait des formats plus courts. Et pour revenir à la musique et à la Palestine, c'est qu'il y a des chansons qui vont, heu, mettre le sujet Palestine en avant. Mais à cette époque, c'est quand même un sujet qui s'englobe dans la question de la nation arabe et disons, une émancipation collective où la Palestine a la part belle parce que c'est le sujet qui rassemble le plus et qu'il faut en plus mobiliser sur ce sujet parce qu'à cette époque, quand même, l'Égypte est aussi en guerre contre Israël et c'est pas le seul État qui est en guerre contre Israël, donc il faut mobiliser sur ce sujet et c'est pour ça qu'on a une production comme, Watani Habib, donc El Watan Al Akbar, qui est la grande nation, qui va être une opérette militaire composée par Abdel Wahab, sous commande de Nasser, qui vise à promouvoir son projet politique et notamment l'union entre la Syrie et l'union de la République entre la Syrie et, euh, et l'Égypte, qui se fait sous Nasser, qui va pas durer, qui va être une expérience assez éphémère, mais et dans cette chanson, en fait, on va parler de l'émancipation des pays qui sont encore sous le joug colonial en faisant quand même donnant plus de visibilité à, à la Palestine qu'à d'autres nations, même si elles sont évoquées. On pense notamment à l'Algérie qui est encore sous colonisation, Oman, le Yémen et Bahreïn Mmh. qui sont quand même les pays encore colonisés. Mais rien que le fait que ce soit Abdel Halim qui parle de la Palestine, c'est pas anodin parce que le choix du casting, qui est un casting multinational, enfin multinational, international, parce que dans le sens où il y a Sabah qui est libanaise, Shadia qui est égyptienne, Warda qui est algérienne,
et d'ailleurs Warda qui a un peu ajouté, à la dernière minute, ce qui prouve que quand même c'est quand même une chanson qui est très tournée, sur la question palestinienne à la base. Donc c'est un ajout un peu de dernière minute parce que ça fait pas on est quand même en pleine, enfin en guerre d'Algérie, donc voilà, il fallait quand même inclure l'Algérie. Et il y a, Sabah Shadia, je crois que c'est tout, peut-être il en manque une, parce que c'est principalement des femmes avec Abdel Halim. Et en fait, ça va aussi donner le ton de ce type de chansons politiques, qui vont être vraiment souvent des opérettes militaires, c'est-à-dire avec vraiment une instrumentalisation, excusez-moi, sous le type d'opérette militaire européenne. Parce qu'avant, dans la région, c'était pas comme ça les opérettes militaires. Et on peut se référer à la dernière puissance militaire qui existait dans la région, c'est-à-dire à la puissance ottomane, où on n'est quand même pas du tout sur les mêmes types d'instruments. Mais l'opérette militaire apparaît, en tout cas, comme un élément dans le champ nationaliste. Donc la Palestine, elle apparaît. Enfin, il y a vraiment une part belle à la Palestine dans cette chanson. Mais on va quand même pas se mentir, les personnes qui vont vraiment porter la Palestine d'un point de vue musical, c'est plutôt au Liban que ça se passe, et c'est Fayrouz et les frères Al-Rahbani. En fait, ils entrent aussi dans une logique qui, comme ils sont des logiques de. Alors là, on ne peut pas non plus préjuger de à quel point ils étaient investis dans la question palestinienne, dans la cause palestinienne. A priori, ils le sont tous, mais c'est aussi des commandes d'État. Ça veut dire que c'est Abdel Nasser qui va demander à Fayrouz, enfin aux frères Al-Rahbani, de composer pour la Palestine quelque chose. Mais après, au-delà de ces premières compositions, en fait, ils vont vraiment investir le sujet comme, a priori, personne, en tout cas, d'envergure star mondiale, quoi. Et on note d'ailleurs que au départ, les Rahban, ils sont sur un style musical assez proche de ce qui se fait en Égypte, on va dire l'opérette militaire. Par exemple, la première chanson qui sort après la guerre de 67, enfin non, avant la guerre de 67, qui s'appelle Saifoun alors je me rappelle plus du titre, j'ai brandi une épée. Ouais, Euh, ouais. mais c'est une Saifoun c'est pas. Attendez, je vais pas dire n'importe quoi, je reprends juste mes notes. Ah, Saifoun Afel Yujar. Donc c'est une épée doit être brandie, plus exactement, et qui est produite avant la guerre. Mais il se passe la guerre des 6 jours qui va avoir vraiment qui va constituer un tournant bon, pour toute la politique et pour tout l'espace culturel arabe, mais aussi dans la façon dont on évoque la Palestine. Il faut savoir qu'avant, la Palestine était évoquée en tant que terre arabe perdue, était évoquée aussi beaucoup à travers la figure des réfugiés, mais que la perte de la totalité du territoire va amener les personnes, en tout cas les chanteurs et les producteurs, les compositeurs, à aborder la Palestine dans sa territorialité intérieure. Jusqu'à présent, c'était la Palestine avec un grand P et la figure du réfugié. Et on était sur beaucoup de chansons combattantes, militaires, et là on passe sur un autre mode où on parle aussi des Palestiniens en tant que peuple. Et Mhm. la chanson qui, pour moi, est la plus emblématique et aussi la plus connue, en fait, c'est Zahrat el-Madain, donc je propose de Fayrouz, donc je propose qui sort en 68, et pas en 60, non, qui sort en 69, pardon, et je vous expliquerai dans quel contexte elle sort, mais je propose qu'on regarde un extrait pour voir un peu où on en est musicalement. Allez. Voilà. Donc c'était un rapide extrait. Bon, je suis désolée pour les fans de Fayrouz de couper comme ça un peu net, mais c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Donc. Et puis la chanson est assez longue et d'ailleurs c'est intéressant parce que en soi, Fayrouz est quand même considéré dans la musique arabe, en tout cas contemporaine, XXe siècle, comme quelqu'un qui a beaucoup, enfin les Rahabain privilégié les chansons courtes, mais c'est quand même une chanson relativement longue.
dans leur discographie, même s'il y a eu plus long, mais c'était des chansons qui étaient tirées de comédies musicales et là, c'est pas le cas puisque la chanson sort en 69, après un événement très précis, c'est qu'il y a un attentat contre la mosquée Al-Aqsa. Un colon israélien brûle, une partie de la mosquée et ça fait absolument scandale, à ce moment-là, mais il y a assez peu de réactions finalement, gouvernementales. Mais Rahabaini, après cet événement, composent cette chanson, qui va être littéralement un des succès les plus importants, si ce n'est, je pense, la chanson des années 60 la plus populaire de la musique arabe. Et c'est notamment parce que elle arrive à assez bien donner de l'importance au sentiment qui est mixte en fait des populations à ce moment-là, c'est-à-dire entre la désespoir de la situation et à la fois combatif. Parce que quand on regarde la chanson, elle est assez longue, c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout diffuser, mais il y a à la fois des lamentations, enfin en tout cas des choses très inspirées des chants chrétiens orthodoxes. C'est pas un hasard, c'est parce que Rahabain sont chrétiens orthodoxes et plus précisément d'ailleurs, ils ont été formés à la fois à la musique classique arabe et parallèlement à la musique liturgique chrétienne. Et ça a toujours eu une influence dans leur composition. Et là, ça prend vraiment de la place, mais on a aussi un peu un retour du chant martial. On est moins quand même dans l'opérette militaire, mais il y a des moments sur la fin de la chanson, pour ceux qui la connaissent, où c'est quand même, et c'est justement les moments où Fayrouz est beaucoup plus combatif sur la façon dont elle va, enfin le propos qu'elle porte. Et ce qui est intéressant aussi en termes de musique, en tout cas de texte, c'est que la chanson fait la part belle à l'union entre les Palestiniens, en mettant en avant aussi bien, enfin, en tout cas, elle met en avant la dimension 3 fois sainte de la ville de Jérusalem. D'ailleurs, elle évoque les synagogues. Évidemment, c'est plus porté sur la question des églises et des mosquées qui sont sous occupation, mais il y a quand même la dimension sainte, 3 fois sainte de la ville, et des références d'ailleurs à la fois au Coran et à la fois à la Bible, et plutôt même à certains évangiles, pour donner cette dimension collective. Et, euh, et là, ça va vraiment lancer. Enfin, déjà, Fayrouz était très, très, très importante en tant que chanteuse. Déjà à cette époque, il faut savoir qu'elle commence fin des années 40 et qu'elle a déjà le temps de faire ses armes et notamment de devenir une star hyper importante dans la région grâce au festival de Baalbek et du fait qu'elle fait la tête d'affiche des nuits libanaises avec des comédies musicales successives pendant, je crois, 4 ou 5 saisons, mais qui vraiment fait qu'au Proche-Orient, surtout, Bilal Deschamps, elle est déjà incontournable, mais c'est vrai que ça va lui donner un essor pan-arabe complet et asseoir aussi sa position de mythe. Et elle va continuer à produire, en fait, enfin, elle va continuer avec les frères Al-Habani, produire sur la question de la Palestine. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus dans la Palestine d'un point de vue presque métaphorique, on est vraiment dans la Palestine concrètement et dans les Palestiniens concrètement. C'est-à-dire qu'elle évoque ce qui ne se faisait pas forcément avant, les lieux. Donc déjà, elle commence sur une chanson sur Jérusalem. Mais elle va aussi faire une chanson sur Jaffa, sur Jaffa. Et en fait, on va rentrer dans la Palestine, là, elle va être matérialisée à cette période, et son peuple aussi. Mais dans les chansons de Fayrouz, c'est quand même plus globalement la territorialité, même s'il y a des chansons comme El-Quds al-Atiqa, la vieille ville de Jérusalem, où elle dit Salam alaikum ya ahl al-ard al-muhtalla, donc je salue le peuple de la terre occupée. Donc il y a aussi une dimension où on s'adresse aux Palestiniens, ce qui par le passé était quand même moins le cas. Après, c'est pas nécessairement la musique la plus populaire qui va le plus en fait rendre vivante ce peuple qui était soit, disons, représenté comme la terre perdue, soit comme la figure du réfugié. Ça va être plus d'autres types de musique qui vont vraiment donner toute la place aux Palestiniens en tant qu'acteurs de leur propre lutte. Mais on ne peut pas nier à Fayrouz qu'elle va vraiment contribuer à en parler. Et on peut prendre des chansons comme Jisr el-Aoud et Le Pont du Retour, où là, concrètement, elle parle du pont du Jourdain et elle évoque en fait le départ l'expulsion des Palestiniens quand certains ont été expulsés vers la Cisjordanie et la Jordanie.
Donc quand je dis la Cisjordanie, c'est-à-dire principalement pour les personnes originaires de Jérusalem qui vont être expulsées en Cisjordanie et donc devenir réfugiés, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant pour une certaine partie de la population. Et puis ils vont jusqu'à quand même faire une opérette en fait, enfin une comédie musicale consacrée à la question de la Palestine qui va avoir un certain succès en plus à l'époque, c'est Jibel el-Souhan, où en fait, concrètement, c'est l'histoire de la tragédie palestinienne. Donc, Fayrouz interprète le rôle d'une femme dont le peuple est occupé, expulsé, qui s'appelle Ghurba, donc c'est l'exilé, donc c'est pas un hasard, et qui appelle à la résistance. Donc voilà, c'est pour dire que les Rahbani investissent vraiment pendant une période euh, qui est quand même de quelques années, la question, la Palestine, la cause palestinienne, ce qui fait dire à des gens comme Mahmoud Darwish que d'ailleurs, les, les frères Rahbani, quand Rassi Rahbani décède en 86, il y a une commémoration et des éloges de la part de nombreuses personnalités arabes, et Mahmoud Darwish dira que musicalement, ils ont porté la voix de la Palestine mieux que les Palestiniens. Donc plus que les Palestiniens. Et je pense que là, c'est plutôt l'idée que ça va donner un écho beaucoup plus global que ce qui était possible pour les Palestiniens de faire. Mais ça ne veut pas dire que les Palestiniens n'ont rien fait. Et là, on rentre dans une autre partie de ce qui se passe pendant cette période de la post-67. C'est qu'à la fois, on a l'investissement, enfin, la domination, on va dire, égyptienne sur la musique et sur la musique politique anti-impérialiste et anticolonial va être un peu repris par les Rahban, mais à côté, on a aussi l'émergence d'une musique de gauche et une musique contestataire. Parce que, à la fois, Fayrouz, c'est tout à fait diffusable sur les radios, par les États, parce qu'il n'y a pas de remise en question des États arabes dans l'histoire de la guerre des 6 jours. Sauf qu'il y a des chanteurs qui vont pas se gêner, et notamment un chanteur égyptien, Cheikh Emem, qui va être très important dans, en tout cas, l'écho qu'il va donner à la question palestinienne, à la fois d'un point de vue anticolonial, anti-impérialiste, mais aussi d'un point de vue de l'implication des États arabes dans la situation. Et je vous propose d'écouter un petit extrait. Donc c'était Cheikh Emem avec Ya Falastiniya. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qu'il s'adresse aux Palestiniens, parce qu'il faut quand même revenir dans le contexte post-67 et même avant 67, c'est que Palestiniens, bon, Palestine, ok, Palestiniens, c'est plus compliqué, surtout que même du côté des États arabes, parce qu'il y a une volonté de contrôler la manière dont va s'opérer la lutte contre Israël. Donc, du coup, le peuple qu'on ne nomme pas, mais qu'en plus, on n'a même pas, enfin, dont on a des difficultés à lui laisser sa place comme leader de son propre avenir et de son autodétermination. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Cheikh Emem fait cette chanson au moment où il y a certes une défaite, mais c'est aussi les moments où les Palestiniens s'autonomisent d'un point de vue de la guérilla et d'un point de vue de leur propre indépendance et se distancent en fait d'une décision collégiale qui concernerait tous les États arabes qui investissent la question au vu de leur échec durant la guerre des 6 jours. Et évidemment, Cheikh Emem, il devient problématique pour l'Égypte parce qu'il n'est pas seulement en train de faire de la lamentation, entre guillemets, mais il appelle vraiment à un acte révolutionnaire, à un soutien révolutionnaire envers les Palestiniens et en mettant en avant la lutte armée et la possibilité des Palestiniens de s'armer pour se défendre. Du coup, en plus, il est anti-régime et il a toujours été anti-régime, c'est-à-dire que même sous... D'ailleurs, il va être mis en prison par quelqu'un comme Abdel Nasser, mais après par Sadat, et il va d'ailleurs passer une grande partie de sa vie en prison pour ses opinions, parce qu'il est à la fois en train de dénoncer l'abandon de la Palestine et des Palestiniens, et le fait que les régimes autoritaires arabes sont complices, soit par inaction, soit par intérêt géopolitique de laisser tomber la Palestine. Et il va avoir une grande influence sur la musique
sur la musique arabe et c'est pas étonnant qu'en fait, ils sortent cette chanson en 68 parce que aussi ce qui va être un élément déterminant de on va dire l'émergence d'une musique de gauche avec, comme sujet la Palestine et qui va d'ailleurs laisser plus de place aux Palestiniens aussi dans l'expression musicale, c'est que les Palestiniens gagnent une bataille militaire décisive qui est la bataille de Karame en 68 ou 69, Sari, tu me corriges si je me trompe? 68. 68. Donc les Palestiniens, les Fédéines, en Jordanie, font reculer la puissance militaire israélienne, ce que les armées arabes n'avaient jamais réussi à faire. Donc ça, c'est un événement qui est vraiment déterminant dans l'émergence d'une musique de gauche et dans une foi, dans une révolution palestinienne et qui ne serait plus seulement arabe. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, les Palestiniens prendraient de lead. Et c'est pas étonnant, Cheikh Imam c'est quelque chose de l'underground en fait. C'est la musique alternative, mais qui va être largement diffusée parce qu'il va être très populaire auprès des milieux de gauche qui vont permettre, en plus on a l'avancée technologique de la cassette, de la diffusion massive de sa musique pendant les manifestations. Donc on reprend ses slogans, on reprend ses chansons, mais on diffuse aussi sous le manteau et ça atteint les camps de réfugiés palestiniens. Et de manière massive, d'ailleurs, ils vont le populariser. Et quand Yasser Arafat arrive au Caire après la bataille de Karem, ce qu'il demande, c'est d'avoir Sheikh Imam. Ce qui pose problème parce que, comme c'est un dissident d'un point de vue égyptien, ça ne fait pas du tout plaisir à Abdel Nasser que sa demande soit de rencontrer Sheikh Imam. Et Sheikh Imam n'est pas le seul, parce qu'en fait, on est quand même, du coup, dans une effervescence révolutionnaire qui laisse aussi la place aux Palestiniens pour une propre production musicale qui leur est propre, qui est certes moins diffusée, mais qui est quand même tout de même diffusée. Et on pense notamment à le rôle central que va avoir l'OLP et le Fatah en particulier dans la constitution de certaines radios ou de de la production musicale parce que vraiment l'OLP décide de prendre aussi en charge la question de la visibilité, de la diffusion culturelle des Palestiniens. Et par exemple, ils vont mettre en place El Ferq al-Markazi, l'orchestre, la troupe centrale, qui est associée au Fatah, qui va produire une dizaine de chansons révolutionnaires dès 69. Hein, donc elle s'est créée en 69. Et les chansons sont quand même évocatrices du ton révolutionnaire. Ça va être des chansons comme Anas Hamid. Donc ce mot, j'arrive jamais à traduire si c'est La résilience. résilience, voilà, résilience. Mais combatif, donc du coup, c'est quand même, il y a une notion combative dans le Somoud. Mais il y va y avoir le Fedai, les Fédéines, Kalachnikov, et par exemple, une chanson qui va être très populaire à cette époque-là, il y a Jamir El-Arv el-Mortel, au masse de la terre occupée. Donc, Et ça, c'est diffusé comment? alors, c'est diffusé par l'intermédiaire donc de la cassette qui intervient pour permettre les diffusions, mais aussi par des radios et notamment la radio des Fédéines qui est créée en 71 et c'est Saut al-Falastini, ou plutôt Saut al-Fawr al-Falastini, la radio de la révolution palestinienne. Donc, ils diffusent leur musique à l'adresse de leur population et on est aussi à la période où il y a plus de radios pirates, parce que c'est pas pour rien que les Fédéines arrivent à avoir une radio, c'est qu'on diffuse voilà, les radios pirates qui se mettent en place. Et il y a une diffusion qui se fait effectivement depuis la Jordanie et qui traverse la Palestine. Et les enregistrements sont beaucoup plus faciles à faire puisque les gens peuvent enregistrer sur des cassettes. Et donc, c'est des chants qui vont être très populaires au sein de la population palestinienne. On peut prendre un exemple notable de Abu Arab, qui est un chanteur réfugié palestinien au Liban, qui va beaucoup produire. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue linguistique, par exemple, on va vraiment avoir une place donnée aux Palestiniens, à l'arabe palestinien, et même dans les chansons d'Abou Arab, il y a des vraies évocations des villages, on rentre vraiment dans la précision, vu que c'est des Palestiniens qui s'adressent aux Palestiniens, donc on n'est plus dans le global, en fait, ou dans les points centraux, les villes centrales qui sont évocatrices pour tout le monde. Là, on va vraiment rentrer dans l'histoire de la Nakba. Et en plus, il y a le fait que Cheikh Imam, donc quelqu'un comme Cheikh Imam se revendique d'une personne qui s'appelle Saïd Darwish. Et Saïd Darwish, c'est quelqu'un qui va moderniser la musique arabe parce que c'est un des créateurs de l'opérette égyptienne, de la comédie musicale égyptienne, du théâtre musical, enfin un des pères fondateurs du moins, et aussi de la chanson nationaliste, qui va être très important en Égypte parce qu'il va aussi être le chanteur de l'indépendance égyptienne. Donc il fait aussi
C'est un peu un père fondateur de la musique de gauche et de la musique anticoloniale. Donc tout le monde un peu s'en revendique, Cheikh Emem, notamment, mais pas que, parce qu'il y a plusieurs chanteurs qui vont s'inscrire dans cet héritage-là et on n'est plus dans des chants nationalistes, envers l'Égypte, vu que l'Égypte est indépendante. On prend en charge, on investit la question des territoires qui sont encore, sous colonisation et évidemment, la Palestine et dans cette, production-là, on a des gens très connus. On a Marcel Khalifa, évidemment. On a Ahmed Karbour, qui est aussi libanais. Et les Libanais vont vraiment prendre une place importante, mais pas sans les Palestiniens. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir on va investir la question palestinienne, la question de l'indépendance de la Palestine à travers des textes écrits par des Palestiniens. Et c'est là où, en fait, on rejoint le fait que la Palestine va être un grand producteur de poètes d'hommes de lettres arabes. C'est que, en tout cas, il y a toujours une diffusion assez importante de leur poésie. Et il y a des gens qui vont reprendre des textes connus. Et là, il faut quand même situer un événement hyper important, qui est un événement politique. C'est qu'en 1976, il y a la colonisation de la Galilée qui est poursuivie par les Israéliens et que les Palestiniens 48 se révoltent. Et on a un poème qui va être écrit à cette occasion, qui est Unadikum de Tawfiq Ziyad, qui va en fait parler de la situation des Palestiniens de 48 qui sont colonisés et qui rappellent en fait leur existence à travers ce texte qui va être diffusé largement, mais qui va être popularisé quand Ahmed Karboul, qui est libanais, va le reprendre. Et ce sont Donc, les événements qu'on commémore chaque année, fin mars, pour la Journée de la Terre. donc voilà. Donc c'est hyper. En fait, c'est jamais indépendant des Palestiniens, c'est-à-dire que c'est eux qui vont donner l'impulsion aussi par leur production littéraire ou par les événements politiques qui les concernent à des reprises de chansons. Et donc à cette époque, c'est le premier Serge Gainsbourg, mais la personne qui va le faire le plus et qui va vraiment se distinguer, c'est Marcel Khalifa qu'on connaît, j'espère en tout cas que vous le connaissez, qui est un chanteur libanais qui va reprendre Mahmoud Darwish et qui va en fait même carrément promouvoir Mahmoud Darwish parce qu'en fait, ça va le rendre encore plus connu. Il faut savoir que Mahmoud Darwish est très reconnu déjà à cette époque, mais il y a une véritable diffusion massive de ses œuvres à travers les reprises de Marcel Khalifa. Mais c'est pas Marcel Khalifa et c'est pas non plus Ahmed Karboul qui sont les premiers à avoir repris les textes palestiniens de poésie, c'est les Palestiniens eux-mêmes. Sauf qu'encore une fois, on connaît moins ces personnages-là parce que ils sont en Palestine et donc c'est difficile pour eux d'être diffusés, de faire des prestations. Il faut savoir quand même que la musique arabe, et les artistes vivent beaucoup des prestations sur scène et c'est comme ça que marche le bouche à oreille et la diffusion. Donc eux, ils en sont privés parce qu'ils sont sous colonisation. Et les premières personnes qui reprennent ces chants, c'est des gens comme le Palestinien Georges Kirmes qui va reprendre Sajj al-Ana Arabi, ou plus exactement de son titre exact, Bitaq al-Hawi a donc inscrit Je suis arabe, qui est le poème qui va faire connaître Mahmoud Darwish, qui va être le premier jalon en tout cas à son succès pan-arabe et populaire. Mais il n'y a pas que lui, il y a plusieurs autres personnes, comme on peut citer des gens comme Émile Ashraoui ou encore Majid El Kurd, qui vont être dans cette impulsion-là. C'est des personnes qui sont, qui en fait, c'est cette génération qui a grandi, on va dire, sous Radio Jordanie, donc avec des impossibilités en tout cas de parler de la Palestine d'un point de vue palestinien, c'est toujours sous tutelle jordanienne, comme j'expliquais au début, et qui vont, eux, apporter un discours palestinien sur la situation palestinienne quand ils émergent. Et c'est les premiers, en fait, à reprendre leur propre patrimoine poétique. Et c'est effectivement pas Marcel Khalifa. C'est Marcel Khalifa qui va en donner un ressort et un écho plus international. Mais on est quand même dans cette importance des Palestiniens, dans la possibilité de faire circuler leur point de vue
et leur œuvre. Oui. Et donc, pour faire un bond, enfin c'est pas un bond parce qu'il faut quand même comprendre que la musique de gauche, c'est quelque chose de très important durant toute la période que constituent les années 70 et 80, 80 en particulier, parce que c'est aussi là le moment où l'OLP prend de l'importance et dirige la lutte, et qu'on est aussi en pleine guerre civile libanaise, et, euh, et que cette musique de gauche, parce que la situation palestinienne est d'autant plus visibilisée à cette époque que, bon, déjà, il faut prendre en compte les progrès techniques, encore une fois. On a quand même plus d'images qui parviennent de Palestine, plus d'images produites par les Palestiniens eux-mêmes, et de circulation de la situation politique. Donc, cette musique de gauche, qui naît, en tout cas quand le sujet Palestine naît en Palestine et aux alentours, se diffuse largement dans tout le monde arabe, où des pays aussi rencontrent une effervescence de la musique contestataire, parce que la guerre de 67 va vraiment développer ce qu'on appelle la musique contestataire, la musique de gauche. Il faut le comprendre aussi dans un contexte de guerre froide, dans le sens où les partis, qui sont les partis communistes ou les partis marxistes-léninistes, tous ces partis-là ont quand même beaucoup plus de popularité qu'aujourd'hui, et de capacité de diffusion de leurs idées, et de partisans et de militants qui eux-mêmes, dans ces militants et ces partisans, il y a des artistes. Et quand je dis que la Palestine est un sujet important, c'est que c'est un sujet qui va être repris par plusieurs, même des groupes qui sont, par exemple, très loin de revendiquer un panarabisme ou une nation arabe. On peut prendre par exemple en Algérie un groupe comme Debza, qui est un groupe qui apparaît au début des années 80, issu de la gauche marxiste-léniniste et de la troupe de Kataib Yassine, qui au contraire, eux, revendiquent la mazirité et la revendication de la berbérité. Donc, ils s'opposent au projet national qui est basé sur l'arabité et l'arabisation aussi linguistique. Donc, pour autant, Debza pend sa discographie anti-impérialiste et anticoloniale, ce qui s'explique par l'histoire algérienne, tout simplement, mais aussi parce qu'il y a une sensibilité à la question de la cause palestinienne. Donc, on a des chansons, il y a Palestine, d'ailleurs, qui est consacrée à la question de la libération de la Palestine et aussi du Golan syrien. Donc il y a aussi une évocation du Golan syrien. On retrouve ça chez des gens comme Nassel Rewan, qui d'ailleurs, Nassel Rewan ne se revendique pas non plus d'un projet pan-arabe, sont plus dans des inspirations musicales qui puisent dans le patrimoine marocain populaire. Mais il y a une politisation sur la question palestinienne qui va être hyper importante, parce que ce sont des gens qui sont proches des mouvements de gauche, et notamment de mouvements comme de personnes comme ce qu'on appelle le groupe Souffle au Maroc. Souffle, c'est le nom d'une revue de gauche, marxiste-léniniste, qui va beaucoup diffuser des nouvelles de Palestine, et ça va être d'ailleurs les premiers à traduire Mahmoud Darwish en français au Maroc. Et d'ailleurs permettre sa connaissance et popularité pour un public francophone, parce que on va dire la publication des poèmes de Mahmoud Darwish en français par une maison d'édition française, ça arrive après en fait. Et Souffle, donc c'est un peu l'effervescence politique, de la contestation politique des années de plomb sous Hassan II. Et la Palestine est évoquée dans un titre qui s'appelle La Palestine encore, ou encore Sabra et Shatila. Mais aussi dans un groupe comme Jilgila, qui est aussi un groupe de gauche. Et c'est intéressant de comprendre comment ça se passe pour un groupe comme Nassel Rewan, qui au début donc se revendique d'Irewan, en gros du patrimoine traditionnel marocain, et comment ça se politise aussi au contact de la cause palestinienne. En fait, ils vont aller en France, ils vont connaître un succès rapide au Maroc, ils vont aller en France pour une histoire absolument rocambolesque de faux passeports parce qu'ils n'ont pas le droit de circuler. Ils rencontrent Mohamed Boudia par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle Taïeb Sedir, qui est un homme de théâtre marocain, qui se gère le théâtre municipal de Casablanca. À Paris, ils rencontrent Boudia. Boudia, c'est qui? Boudia, ça a été un des dirigeants de la Wilaya 7 du FLN, c'est-à-dire les wilayas, en fait, durant la guerre d'indépendance algérienne, c'était la délimitation géographique des combattants selon les zones, en fait. Voilà, il y avait la wilaya de Kabylie, bon, voilà,
plusieurs wilayas et plusieurs personnes qui géraient les combats dans ces zones. Et il y a eu l'ouverture de la wilaya 7, c'est-à-dire de la lutte armée en France pour l'indépendance de l'Algérie. Et Boudia en fait partie, où il a participé à des actes de résistance, il a fait de la prison. Et c'est un homme, donc un moudjahid, comme on dit. Bon, il va vite pas s'entendre avec le nouvel État algérien, ça va se compliquer à la suite du coup d'État boumedienne, mais c'est un homme qui va continuer dans la lutte anticoloniale. Et il va investir la lutte palestinienne en se rapprochant du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, puisque c'est un homme d'extrême gauche, de gauche, et donc il va devenir un combattant pour la Palestine. Il va être assassiné par le Mossad à Paris en 1973. Parce qu'il a participé à plusieurs actes de résistance, de la résistance palestinienne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parce qu'ils rencontrent Boudia qu'ils sont sensibilisés à la question palestinienne. Ils y étaient sensibilisés avant, mais il va y avoir un vrai investissement de leur part à ce moment-là, et notamment parce qu'il y a aussi une autre circulation de l'information qui n'était pas forcément disponible au Maroc, vu qu'on est sous les années de plomb de Hassan II et que c'est très contrôlé, les informations qui proviennent de tout ce qui est contestataire. Donc, ce qui est intéressant, dans la période post-67, c'est à la fois, effectivement, on n'est plus sur un sujet global de la Palestine, mais on est sur les Palestiniens, le peuple, que le peuple palestinien investit ses propres canaux de diffusion et qu'il y a une musique contestataire de gauche qui émerge, et la Palestine est un sujet quasiment indispensable, en fait, dans plusieurs pays. On peut penser aussi à des personnes comme Hedil Ghel en Tunisie, et les groupes proches de ce chanteur, où, en fait, ils vont reprendre Darwish. Donc voilà, la Palestine va devenir importante comme enjeu anticolonial. D'accord. En tout cas, voilà pour la période vraiment des années 80. Après, il y a les années 90 et il y a la complication parce qu'il n'y a plus de parti de gauche qui est assez fort et puissant. En tout cas, il n'y a plus de militance de gauche où c'est très compliqué par la répression et parce qu'aussi fin de la guerre froide et tout ce qu'on sait de la dissolution de la pensée de gauche dans les pays arabes qui va être en fait qui va être vraiment ça va être compliqué parce que d'une part il y a plus forcément par exemple de subventions, de financement, de liens avec d'autres pays, mais c'est aussi parce que la répression est énorme en fait contre ces militants-là. Et il y a aussi les accords d'Oslo. En fait, il va y avoir une autre phase de la manière dont on va aborder la Palestine dans la musique, qui va être une phase clairement moins militante parce que justement tous ces canaux-là de diffusion alternative disparaissent ou en tout cas se réduisent vraiment de plus en plus. Et en plus, les accords d'Oslo sont mal vécus par une partie de la population palestinienne, mais ça veut dire que la diffusion de chants de résistance se réduit au sein aussi même de la production de l'appareil de l'OLP, quoi. En tout cas, et donc la Palestine va être évoquée d'une autre manière. Bon, on a toujours des gens qui perdurent. Hein. Quelqu'un comme Marcel Khalif a continué à faire carrière, mais c'est vrai que ça va être beaucoup de reprises de ce qui se faisait avant. Et à côté, on va avoir un peu aussi une restructuration, une reconfiguration de l'industrie musicale arabe. Donc déjà, il faut parler de l'Égypte, qui est le centre de l'industrie musicale arabe, qui va subir les assauts des pays, des capitaux du Golfe, qui va vraiment mettre une vraie censure. Voilà. À la fois, il y a la censure des gouvernements égyptiens, qui n'est pas à nier, à partir de sa dette, dans la production cinématographique, mais en plus, on investit, on laisse le Golfe investir, mais aussi diriger un peu ce qui va se faire, par exemple, au niveau cinématographique. Donc, déjà à partir de la fin des années 70-80, il n'y a plus beaucoup de comédies musicales. Il va y avoir beaucoup d'investissements dans des films beaucoup plus conservateurs que par le passé. Et en plus, il y aura dans la musique aussi une forme d'introduction d'américanisation. Quand je dis américanisation, c'est-à-dire que le format musical, parce que tout va être concentré entre les mains de certains grands groupes, notamment le groupe Rotana à partir des années 80, mais même des groupes comme les groupes NBC, etc., qui vont produire des chanteurs, mais qui vont produire sur un modèle très américain de la chanson.
Et en soi, ça ne serait pas dérangeant si c'était pas la seule chose qui devenait disponible à grande échelle et à grande échelle de diffusion, avec une vraie difficulté pour les autres de vraiment exister musicalement. Et, et dans cette reconfiguration pop, vraiment pop de la musique arabe, quelle est la place de la chanson politique ou des considérations politiques? Moindre, vraiment moindre. Mais il ne s'agit pas totalement de les effacer, parce qu'il faut savoir que les années 80, fin des années 80-90, sont extrêmement difficiles pour la région. D'une part, il y a eu la première intifada, puis après le début de la seconde, mais aussi la fin de la guerre Iran-Irak, la guerre entre le Koweït et l'Irak. Il y a eu énormément de chamboulements et on n'est plus du tout dans le rêve d'une nation arabe. Tout le monde se pète à la gueule, si je peux me permettre, et on n'est plus. Les gens n'y croient plus tellement à ce rêve d'unité, en tout cas d'unité politique, au vu de la situation qui est extrêmement violente. Et pour plusieurs pays de la région, le Liban, effectivement, était en guerre civile pendant très longtemps, mais même quand ça s'arrête, le Sud-Liban est encore occupé. Donc on est vraiment dans ce que Joseph Massad, qui est un des grands chercheurs qui a travaillé, le seul vraiment qui a travaillé sur la musique palestinienne et sa portée politique, et c'est beaucoup sur lui que je m'appuie. Joseph Massad appelle ça le cauchemar arabe, en fait, de cette période. Et s'il dit cauchemar arabe, c'est qu'il fait référence à une chanson qui va sortir dans ces années-là, qui donne un peu le ton de ce qu'on va privilégier comme forme de chanson qui évoquerait la Palestine et qui évoquerait la politique régionale. C'est de la chanson humanitaire et ce qu'on appelle le charity rock sur un modèle américain, mais je vous laisse regarder un peu le clip. Donc c'est le Helm al-Arabi qui regroupe énormément d'artistes arabes sur plusieurs pays, sauf l'Irak, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, ça c'est le Helm al-Arabi, donc c'est le rêve arabe. C'est une chanson qui est produite en 1997 sur le modèle du Charity Rock. Donc j'explique ce que c'est un peu. C'est un modèle humanitaire qui va être mis au goût du jour par les Américains. Quand je dis que c'est un modèle humanitaire, c'est que c'est souvent des chansons pour récolter des fonds pour des associations ou pour une cause. Et effectivement, on rentre complètement dans ce modèle-là. Cette chanson est produite par Rotana et le producteur, en fait, le directeur de la production est un Palestinien, Mohamed El Arian, mais le principal financeur, c'est le prince saoudien Walid Ibn Talal, qui est aussi le propriétaire de Rotana. Donc on regroupe une ribambelle de stars arabes, plus ou moins inégales dans les performances, autour d'un clip. Alors on est aussi sur le clip, donc c'est très important parce qu'on est vraiment sur le modèle du Charity Rock, parce que là, ils chantent dans les studios, on les voit répéter, ils partagent des moments. On a vraiment une représentation de tous les pays. On voit Lotfi Bouchnar qui est tunisien, on voit des grandes stars égyptiennes, on voit beaucoup de monde, mais pas les Koweïtiens parce que effectivement, l'Irak est banni, pardon, pas les Irakiens parce que l'Irak est complètement banni à ce moment-là sur la question en fait effectivement de la première guerre du Golfe. Et les Koweïtiens avaient mis un veto parce que les Irakiens apparaissent, donc il n'y a pas d'Irakiens, et on est vraiment autour de ce discours très humanitaire. D'ailleurs, c'était vraiment pour récolter des fonds. Et c'est très... alors, en termes de discussion, de sujet, de ce qui est... C'est vraiment... on rêve à la nation, on rêve, enfin voilà, et on est un peu larmoyant sur la situation, et c'est à grand renfort d'images de l'occupation israélienne, des intifadas, mais on n'est pas dans un discours politique du tout de se dire, voilà, en fait, il y a une occupation coloniale, et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. On n'est plus du tout à l'époque Shechimem, on est plutôt à l'époque, c'est dur, les Palestiniens, ils souffrent, et quand ils souffrent, nous, on souffre. Et la chanson est extrêmement longue, dure 1 heure et a permis effectivement une certaine levée de fonds. Ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, musicalement, personnellement, je trouve ça vraiment nul, mais c'est aussi que c'est une chanson qui est très américaine,
musicalement, puisqu'on est vraiment, comme je vous disais, sur le charity rock et voilà, il faut regarder les Where's the World de Michael Jackson ou des trucs pour l'Éthiopie, quoi. On est vraiment dans ce type de musique-là. Mais ça va quand même avoir du succès. Et parce que ça joue sur la corde sensible et c'est aussi à grand renfort de ce casting où énormément de personnes sont représentées. Après, à côté, qu'est-ce qui se passe musicalement à part pas grand-chose, si ce n'est des personnes irréductibles dans le soutien à la cause. On pense à quelqu'un comme Marcel Khalif et il y a aussi Julia Boutros qui continue de chanter la résistance. Elle fait un grand succès d'ailleurs, Oun El Malaïn, où sont les millions d'Arabes, sur le sujet de l'occupation israélienne aussi du Liban, par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, Julia Boutros, elle est quand même d'origine palestinienne en partie, du côté de maternelle. Donc, il y a quand même un investissement aussi selon les biographies et on est encore sur des tons un peu plus de résistance. D'un point de vue plus underground, il y a quand même d'autres groupes qui émergent, et notamment une production palestinienne. On peut penser à quelqu'un comme Rim Bana qui émerge, mais qui, comme elle ne correspond pas à des critères très marketing de ce qui est diffusé, a beaucoup de succès, notamment grâce au numérique qui permet la diffusion de ces musiques. Et Rimbana est assez représentatif aussi de la difficulté de toute façon des Palestiniens 48 de pouvoir se produire ailleurs qu'en Palestine, parce qu'ils ont une difficulté de mobilité en fait dans les pays arabes, mais elle parvient notamment par la possibilité, par le succès à travers d'autres moyens de canaux de diffusion. Et c'est aussi le cas de chansons qui, encore une fois, sont un peu plus diffusées dans les chants vraiment à gauche dans certains pays arabes. Je pense notamment à la Tunisie, où on peut avoir des chansons du FPLP qui vont être à la mode dans les groupes communistes. Mais là encore, c'est dû à la diffusion numérique et aussi à l'affiliation politique du FPLP et du parti ou des personnes qui l'écoutent, quoi. Donc, on est un peu coincé dans un modèle économique aussi industriel qui ne permet pas énormément d'espace pour la musique contestataire, pour donc la Palestine, mais aussi pour plein d'autres types de contestations politiques en règle générale. Dans les quelques marches, tu peux aussi citer dans la période Ziad Rahbani aussi Oui. peut-être. Et d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on avait ratée sur le chat, mais on nous demandait Ouais. donc, les gens que tu évoquais tout à l'heure, Rahbani, c'était donc son père notamment, c'était les frères Rahbani, et Ziad, le c'est fils. aussi et qui est le fils et qui lui reprend un peu le flambeau de la musique contestataire aussi Ouais. dans les années Alors, 90. Ziad va avoir un rôle important pour la génération qui a vécu la guerre civile au Liban, parce que déjà, il se construit aussi en opposition à ce que proposent ses parents, déjà musicalement. Il y a plus d'influence occidentale, plus de jazz, plus d'expérimentation musicale, mais aussi par la portée politique. Disons que lui, il ne cache pas du tout ses opinions politiques et son point de vue. Là où les Rahabaini, donc il n'y a pas non plus de contestation du pouvoir, il y a aussi beaucoup de choses d'idées de cohésion. Là où Ziad va déjà de toute façon beaucoup émerger à travers des sketchs radiophoniques où littéralement il tire sur tous les groupes politiques libanais qui ne seraient pas des groupes de gauche et pro-palestiniens ou proches du Parti communiste libanais. Donc vraiment, donc lui, il va clairement pas être dans la neutralité. Et quant à la Palestine, il va investir ce champ musical-là aussi. Notamment, moi, je pense que c'est assez notable parce que ça se produit dans les années 90 et c'est assez notable de le dire, même si avant, il y a évidemment un investissement de sa part. Il n'a jamais caché qu'il était pro-palestinien, qu'il était du côté, ce que schématiquement en France on appelle palestino-progressiste, c'est-à-dire toutes les fractions de gauche libanaises qui étaient en soutien aux Palestiniens pendant la guerre civile. Qui ne va pas hésiter à dénoncer le massacre de Sabra et Shatila, donc, et de le faire en plus en opposition à son propre background en fait de ce qu'on attend de lui, vu que c'est une famille chrétienne. Donc et puis que c'est une famille au-delà même d'être chrétienne, c'est surtout c'est une famille qui reste dans la neutralité politique parce que c'est tellement un mythe national Fayrouz qu'on ne va pas non plus prendre le risque
de lui faire perdre cette aura-là, si elle fait un choix ou si elle, montre, un choix. Mais lui, il s'est pas caché pour dire que sa mère, elle était pro-palestinienne, enfin mais c'est toujours des choses qu'on entend de sa bouche à lui et pas de la bouche de Fayez elle-même, ni des frères, Rahbani. Et Ziad, quand je disais que c'était notable, c'est que, dans les années 90, il va produire une chanson, Telfen Rayesh. Rayesh a téléphoné en hommage à Yahya Rayesh, qui est un résistant palestinien, qui est membre du Hamas, qui va être tué par le Mossad à la suite d'un ensemble d'attentats qu'il a pendant la seconde intifada dirigé. Il va devenir une tête dirigeante du Hamas et de la résistance armée. Et il va se faire tuer par le Mossad. En fait, il va décrocher son téléphone et en fait, il y avait une bombe. Et il va faire cet hommage-là à un moment où quand même, justement, comme je l'expliquais, on était vraiment dans pas de Palestine ou peu de Palestine. Et si c'est de la Palestine, ça va être sur du larmoyant et la question humanitaire en priorité et non pas une question politique de revenir sur le fait que c'est un pays colonisé ou en tout cas de revenir pas dans l'idée de mobiliser des masses ou de mobiliser des gens pour investir un militantisme pro-palestinien ou pour investir la question politiquement, mais plus dans l'idée de juste l'évoquer en termes de conscience. Mmh. Donc Ziad a quand même eu cette audace-là que peu de personnes faisaient à l'époque, quoi. Et donc, au-delà de ça, donc années 90 puis 2000, paysage plutôt du coup dépolitisé de la musique, influence prédominante des productions du Golfe et donc de la production américaine, donc dépolitisation, acculturation, moins de place pour les marges. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture plus contemporaine, dans les productions plus contemporaines qui pourrait un peu contrebalancer du coup cette vague-là? Tu évoquais Rimbanna par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements et des moyens de diffusion? Parce que toute l'histoire que tu racontais, le contenu était aussi intimement lié aux moyens de diffusion et à qui les contrôlait. Donc certainement qu'aujourd'hui, avec les moyens de diffusion qui sont à la disposition de plus jeunes artistes, il y a peut-être aussi une résurgence d'une musique arabe qui reprend à son compte le récit palestinien. Je ne sais pas si tu as pu regarder. Alors, c'est vrai que moi, je suis moins pointue sur ce qui est très contemporain, mais je pense que c'est quand même encore là de la diffusion plus à échelle nationale. Mhm. Déjà, les Palestiniens ont la possibilité aussi de se diffuser, comme je disais, par l'internet, qui rend quand même plus facile la diffusion de leur musique que par le passé, parce que par le passé, c'était quand même tributaire de la circulation des œuvres dans laquelle vous étiez en véritable périphérie, parce que sous colonisation, quoi. Et à la fois, il y a des genres musicaux qui vont investir la question palestinienne d'un point de vue palestinien d'une part, donc tout ce qui est... de toute façon, la musique palestinienne, en règle générale, continue à investir cette question. C'est pas, ça se pose pas, en fait. Ils parlent d'eux, donc il y a de la diffusion sur cette question, que ce soit de la musique produite par les partis. On peut voir, en fait, que les partis palestiniens produisent énormément de musique. Je sais pas, on prend la guerre de 2014. Oui. Il y a eu énormément de chansons produites par les différents partis palestiniens et ça, c'est une forme de mobilisation de leurs militants politiques et de la population palestinienne qui reste en fait et qui est quand même l'héritière de ce qu'a mis en place l'OLP et notamment le Fatah dès qu'ils ont pris en main les moyens de diffusion. Ensuite, on a aussi effectivement des artistes dits alternatifs comme Rimbana, alternative parce qu'en fait, elle ne fait pas forcément un style musical arabe, dans le sens d'un point de vue purement musicologique quand elle chante, mais aussi parce que bénéficiant moins de diffusion à grande échelle, mais là encore, comme je l'ai expliqué, c'est dû à un monopole de la chanson pop en fait sur ce qui est diffusé à grande échelle. On peut aussi penser au rap. Les Palestiniens ont très tôt investi le genre musical qui est le rap. Dans les pays arabes, on note que le rap apparaît en Algérie. Et c'est pas un hasard. L'Algérie a aussi une diaspora implantée en Europe qui est très importante et un lien notamment du coup au rap français, en tout cas au rap d'enfants d'immigrés qui fait qu'il y a une circulation de ce genre musical de manière
dès les années 80, enfin 1080 en Algérie, ce qui est quand même extrêmement tôt par rapport aux autres pays, où ça va quand même être plus une diffusion fin des années 90, début 2000, et ça émerge encore plus en 2011 avec les révolutions arabes, quoi. Mais les Palestiniens investissent et font partie des premiers, après les Algériens, à investir le rap. On peut penser à des groupes D'ailleurs, ouais, comme... encore autopromotion, et on a une très belle séance où on a reçu Ousloub, qui est un rappeur, un des pionniers du rap palestinien, qui a grandi lui dans les camps libanais et qui a fait carrière là-bas, et qui racontait la difficulté d'être rappeur palestinien au Liban, et comment est-ce qu'une fois que la musique a commencé à sortir du camp de réfugiés et à s'adresser à tout le Liban, il a été confronté à des grosses réticences politiques. Et en ce qui concerne le rap, un autre point intéressant qui était que dans la forme de l'art en lui-même, esthétiquement, c'était quand même quelque chose qui était très marqué américain, ou par extension occidentale, et que c'est pas forcément facile non plus de s'approprier cette forme d'art-là pour venir porter le chant de la jeunesse palestinienne. Mm. Bah justement, c'est aussi une question de comment on... Et je pense qu'il cible quelque chose de particulier, c'est que l'oreille, les auditeurs de musique arabe privilégient aussi les formes soit classiques, soit qui sont issues de leur propre patrimoine et ne sont pas forcément des grands fans des genres musicaux européens. C'est pas même quelqu'un comme Ziad Rahman qui a quand même une grande aura, c'est pas non plus la personne la plus écoutée, pas la plus grande superstar qu'on a, mais c'est aussi parce qu'il fait une musique qui est quand même plus jazzy qu'autre chose. Donc c'est aussi la question de quelle forme de rap arabe existe et comment on s'adapte au public. Et de toute façon, c'est aussi la question de la dissidence aussi, de qu'est-ce qu'on dit qui pourrait être censuré ou non par les États, et aussi par l'autorité palestinienne, parce qu'en fait, qui est un vrai obstacle aussi à la diffusion du rap palestinien quand il s'agit de parler des agissements de l'autorité palestinienne. Et la question du rap en tant que force dissidente se pose, mais aussi en tant que force finalement en périphérie, parce que comme le souligne Oslob, il y a une difficulté à plaire aussi à plus que les jeunes qui aussi ont eu accès à la musique occidentale ou à du rap US, parce que pour les pays du Proche-Orient, c'est beaucoup le rap US, effectivement. Là où pour le Maghreb, ça va être beaucoup aussi de rap français, au vu de l'histoire coloniale notamment, mais aussi de la diaspora maghrébine en France. Donc comment on s'adresse à plus large et à un auditoire qui aime la musique, qui aime les genres musico-arabes ou inspirés des genres musico-arabes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine tonalité dans la musique, certains instruments et aussi une langue compréhensible par tous ou pas. Enfin voilà, c'est des vraies questions qui se posent dans la diffusion de la musique qui aurait un attrait politique. Ok. Et ben on est tout pile sur le timing, c'est parfait. C'était vraiment un super exposé. Merci infiniment. Merci à vous. Il y a eu un gros travail de recherche derrière et c'était parfaitement restitué. Donc merci beaucoup. Super, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.